Bonjour et bienvenue dans Les Livres au cœur, la nouvelle émission littéraire de ArtLive que j'ai l'honneur de présenter. Pour démarrer en beauté cette aventure télévisée très excitante, il fallait une invitée exceptionnelle. Quelle ne fut pas ma joie qu'Amélie Nothomb, qui refuse 90% des passages télé, accepte d'être celle-ci. Amélie Nothomb, c'est plus de 15 millions de livres vendus de par le monde, des traductions dans plus de 40 pays, des files interminables de fans dans toutes ces séances de dédicaces, un véritable phénomène planétaire et humain. Car qui a la chance de la croiser un jour en ressort presque toujours puissamment irradié. À la fois récompensée par le Grand Prix de l'Académie française pour Stupeur et Tremblement en 1999 et par le Grand Prix Giono pour l'ensemble de son œuvre en 2008, elle est membre de l'Académie royale de Belgique au fauteuil de Simon Leys depuis 2016. Encensée par les plus prestigieux et les plus lettrés des critiques littéraires, elle est aussi célèbre pour être lue par ceux qui ne lisent pas et pour leur donner le goût de la lecture. Amélie Nothomb est magique car ses livres touchent tout le monde. Elle est la preuve vivante qu'on peut être un auteur extrêmement vendu en même temps qu'un des plus grands écrivains de son siècle. Elle vient de publier son 26e roman aux éditions Albin Michel, Frappe-toi le cœur, un titre qui fait écho à celui de mon émission, qui a vocation à partager avec vous mes coups de cœur. Sa présence aujourd'hui sur notre plateau est un immense cadeau pour ArtLive, pour les livres au cœur, pour moi, et surtout pour vous, et je ne doute pas que nous en mesurions tous pleinement la splendeur. Merci, chère Amélie, d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Guylaine, quelle joie de vous voir. Je suis si flattée et émue de vous retrouver ici, dans mon émission. C'est presque incroyable de vivre cela. Mais nous sommes amis, vous et moi, depuis presque 18 ans, et c'est au nom de cette amitié que j'ai le bonheur d'avoir accepté votre invitation. En tout cas, grâce à vous, Amélie, Les Livres au cœur va naître sous les meilleurs auspices. Nous avons prévu de fêter ça puisque nous avons commandé votre champagne préféré. C'est-à-dire que c'est le champagne préféré de Winston Churchill, Paul Roger, millésimé. Et franchement, Churchill a toujours raison, et particulièrement en son choix de champagne. Vous aurez donc une bonne image de notre chaîne de télévision. Ça commence très fort, je trouve. Donc, vous venez de publier Frappe-toi le cœur. Alors d'abord, Amélie, je voulais vous poser la question, préférez-vous être appelée écrivain ou écrivaine? Moi, je dis écrivain, mais il n'y a aucun parti pris là-dedans. Je comprends très bien les femmes qui éprouvent le besoin qu'on dise écrivaine. J'ai toujours dit écrivain et bon, c'est tellement évident que je suis une femme et ça n'a jamais été un problème pour moi d'en être une, même si, comme vous, je sais combien il peut être difficile d'être une femme, mais j'imagine que pour moi, l'enjeu est tellement gagné d'avance que je n'avais pas besoin d'écrivaine. Mais maintenant, si vous éprouvez le besoin de dire écrivaine, moi, ça me va très bien aussi. Vous venez de publier Frappe-toi le cœur. C'est en effet le 26e que je publie, mais c'est le 87e que j'écris. Et là, en ce moment, j'écris le 91e. Donc, vous voyez, les chiffres restent... Il reste une très grande disproportion entre les chiffres officiels et les chiffres officieux, puisque je publie à peine le quart de ce que j'écris. Avez-vous déjà choisi celui de la prochaine rentrée littéraire? Il est trop tôt. Il est trop tôt. La question est totalement d'actualité. Donc là, vous avez affaire à un écrivain angoissé qui se demande si 2018 voudra toujours de lui. Mais je ne pourrais vous le dire que peut-être dans un mois. D'accord. Donc en fait, vous avez un rythme de gestation, on peut dire, comme dans la reproduction des vivants, puisque chaque année, c'est à la même période. C'est toujours, voilà. Toujours vers la fin du printemps que se pose la question de la publication prochaine. Et les gens croient que pour moi c'est facile, mais Amélie Nothomb, best-seller depuis si longtemps, elle ne doit certainement pas s'angoisser, mais c'est exactement le contraire. C'est vrai que je suis un écrivain très heureux et que jusqu'à présent les choses se sont formidablement bien passées, mais pour moi c'est un argument pour m'angoisser encore plus, puisque c'est comme dans une très très belle histoire d'amour qui dure depuis longtemps, on se dit mais comment vais-je faire pour rester à la hauteur d'une telle histoire d'amour? Est-ce qu'on va continuer à m'aimer? Bien sûr. Frappe-toi le cœur, j'ai spécialement aimé ce roman-là, qui est très original aussi par rapport à d'autres de vos livres, puisque, alors,
C'est une des rares fois où on a des prénoms de personnages fort humains, Diane, Marie, Olivier, Brigitte, qui sont bien éloignés du prétextat, du palamède, de Plectrude, de Panonique, Saturnine. Oui, voilà. je sais que les gens ont été absolument stupéfaits. On me dit, mais qu'est-ce qui vous prend? Pour une fois, vos personnages n'ont pas des prénoms à coucher dehors. Est-ce que c'est une mutation? Je pense que non. Je pense que ce n'est pas une mutation. Ce qui compte pour moi dans le choix des prénoms de mes personnages, qui est toujours très important, c'est que ces prénoms aient un sens et soient exactement celui qu'il lui faut. C'est-à-dire que si le personnage doit s'appeler Prétexta, eh bien il s'appellera Prétexta. Mais si le personnage doit s'appeler Marie, eh bien il s'appellera Marie. Prétexta et Marie sont deux prénoms aussi forts l'un que l'autre, aussi chargés l'un que l'autre. Il se trouve que l'un est rarissime et que l'autre est un des prénoms les plus fréquents de la Terre. Mais pour moi, c'est seulement le sens qui compte. Par ailleurs, un autre argument très important dans le cas de Frappe-toi le cœur, c'est que ce sont des prénoms... c'est vrai que mes personnages ont là tous des prénoms d'une banalité extrême, mais qui résonnent entre eux. Marie-Marielle, Olivier, Olivia. C'est un de mes partis pris dans ce livre, c'est que notre vie amoureuse sera dictée par les relations que nous aurons eues avec nos parents. C'est aussi pour ça qu'il vaut mieux que nous nous entendions bien avec nos parents, parce que si ça n'a pas marché avec notre père ou avec notre mère ou avec les deux, pour diverses raisons, eh bien nous risquons de reproduire ces mêmes échecs avec notre mari ou notre femme. Donc là, on voit le cas de Diane avec qui vit un drame avec sa mère et dans une moindre mesure avec son père, puisque son père n'intervient pas pour la protéger. Le père s'appelle Olivier, la mère s'appelle Marie. Eh bien, Diane a l'impression de s'en sortir parce qu'elle est très courageuse et très brillante. Oui, mais patatras, qu'est-ce qui se passe quand elle a 25 ans ? Elle rencontre une femme exceptionnelle qui s'appelle Olivia. Elle se dit que ça va être l'amitié de sa vie, que ça va être très fort. Et puis, non, commence là un servage, une servitude encore pire que celle qu'elle vivait avec sa mère. Donc voilà, attention, une mère peut en cacher une autre. Et il y a l'idée d'une mère de substitution tout à fait idéalisée dans ce personnage d'Olivia. Mais oui, on comprend très bien ce que vit cette jeune Diane. Diane n'est pas aimée de sa mère Marie. Sa mère Marie souffre d'un grave problème beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense, mais qui jusqu'à présent n'a jamais été traité en littérature. Sa mère est jalouse d'elle. Le thème de la jalousie maternelle est tabou. On n'a pas le droit de dire qu'il existe des mères jalouses. Or, il en existe beaucoup. Diane sent que sa mère est jalouse d'elle et dans un premier temps essaye de composer, essaye de s'accommoder de la jalousie de sa mère, essaye même de guérir sa mère, jusqu'au moment où elle comprendra que sa mère est absolument irrécupérable et que cette situation est juste cauchemardesque parce qu'elle ne peut pas grandir, parce que sa mère l'étouffe tellement par sa jalousie que la seule solution, c'est la fuite. Diane comprend ça et décide de fuir, c'est-à-dire qu'elle veut devenir une adulte et qu'à 18 ans, elle quitte ses parents, elle commence une vie de jeune adulte très brillante. Dans un premier temps, on a l'impression qu'elle est ce qu'on appelle résiliente, c'est-à-dire qu'elle s'est débarrassée de son problème, elle a fui ses parents. Le malheur, c'est que souvent, fuir ses parents sans avoir résolu le problème, ça conduit à vivre le même problème ailleurs. Elle rencontre une professeure d'université extrêmement brillante qui s'appelle Olivia, qui a l'âge d'être sa mère. Elle devient son assistante et dans un premier temps, ça se passe très bien. Et puis dans un deuxième temps, elle va être absolument vampirisée par cette professeure d'université qui va très bien comprendre qu'il y a un problème affectif avec cette jeune femme et qui va l'accaparer et se servir d'elle absolument éhontément, faire d'elle son esclave et même lui voler le résultat de ses recherches. Nietzsche disait « Nous instaurerions le paradis sur Terre si nous nous débarrassions du ressentiment ». Est-ce qu'on peut parler d'un roman sur la jalousie? Est-ce que la jalousie, le ressentiment, c'est la même chose? Ce n'est pas la même chose, mais c'est lié. Le ressentiment est la conséquence de la jalousie. Presque toutes les jalousies naissent dans la toute petite enfance de la conviction, vraie ou fausse, que maman préfère quelqu'un d'autre. Que ce quelqu'un d'autre soit le grand frère, la grande sœur, la petite sœur, la petite frère, ou papa, ou l'amant, ou Dieu sait qui d'autre. La conviction que maman aime quelqu'un d'autre, c'est le jour où le petit enfant comprend qu'il n'est pas le
principal personnage dans la vie de maman, commence le drame. Alors, ce drame, très souvent, fait naître le ressentiment. « Ah, maman, tu préfères quelqu'un d'autre ?» Eh bien, tu vas voir. D'où la vengeance, que cette vengeance soit infligée à la mère ou infligée à la tierce personne, fantasmatique ou non. Là encore, peu importe que ce soit la vérité ou non. Très souvent, ce ne sont que des fantasmes. D'où l'intérêt d'en parler. Presque tous les petits-enfants vers l'âge de 3 ans ou un peu plus tard posent à leur mère la question « Maman, qui est-ce que tu préfères ? Moi ou ma sœur, moi ou papa, moi ou quelqu'un d'autre ?» Là, à la charge de la mère de faire la bonne réponse. Si la mère répond « mais je te préfère toi », déjà ce n'est pas une bonne réponse. Il faut faire comprendre au petit enfant que le verbe préférer n'a aucun sens, qu'il n'existe que des amours différents, qu'on ne préfère jamais quelqu'un, que ça n'a aucun sens de préférer quelqu'un parce que tous les amours sont nécessaires et tous les amours sont différents et on ne peut pas quantifier l'amour. Si on explique ça au petit enfant, alors peut-être il pourra éviter le drame de la jalousie et le drame au moins équivalent du ressentiment. Le ressentiment peut naître d'autres circonstances que la jalousie. Mais il faut reconnaître que la jalousie est un très bon terreau pour le ressentiment. Sur le ressentiment, c'est dans le Robert des noms propres que vous évoquez Célimène et Arsinoé. Oui. Où vous dites qu'on peut tout à fait jouir de sa coquetterie, de sa beauté, de sa grâce, et que c'est plus agréable même pour l'entourage que les gens qui sont revêches, renfermés, aigris. Oui, alors ça c'est aussi une vieille histoire dont on ne sort pas. Le problème de la beauté. Je fais partie de ces êtres qui sont terriblement sensible à la beauté. Chaque fois que je suis en présence de la beauté, je suis heureuse. Toute belle personne ou toute belle chose ou toute belle musique me plonge dans un état de bonheur paroxystique. Je pense que le but de la vie, c'est d'avoir affaire à la beauté. Malheureusement, c'est souvent une question très mal vécue pour la simple raison que très souvent nous ne sommes pas beaux et je ne fais pas exception à la règle. Je pense que Balzac avait trouvé la parfaite formule pour moi. J'étais une jeune fille d'une beauté modérée. C'est une façon très vache de dire la chose. Heureusement, je m'en suis bien sortie parce que pendant toute mon adolescence, la conviction de mon absence de beauté a été pour moi crucifiante. Et je me suis très longtemps demandé si j'allais m'en sortir, si j'allais un jour pouvoir sortir du cauchemar de ma conviction d'être laide. Dieu merci, j'ai été sauvée, je pense que j'ai été sauvée par la beauté même. Un jour, j'avais 19 ans, j'étais en présence de la beauté, et un jour je me suis dit, ça a été vraiment une prise de conscience très brutale, et bien désormais, quand tu seras en présence de la beauté, au lieu de souffrir de la disproportion entre la beauté et toi, tu l'aimeras. Tout ce qui est supérieur à toi, tu ne le jalouseras plus, tu l'aimeras. J'avais encore assez de vitalité à 19 ans pour épouser ce principe à la lettre. Et depuis, il a toujours été le mien. Mais je dois dire que je comprends très bien toutes les personnes qui souffrent de ne pas être belles et qui, pour cette raison, développent du ressentiment à l'égard des gens beaux. Et c'est pour ça que les gens extrêmement beaux, généralement, sont haïs ou méprisés, ou alors on les taxe de bêtises, d'égoïsme, de réputation toutes plus fausses les unes que les autres, tout simplement parce qu'on ne s'en remet pas de partager leurs privilèges. Bon, moi, je suis restée axée sur la beauté, mais d'une manière générale, c'est la notion de privilège qui est mise en cause. Oui, c'est vrai, nous sommes égaux devant la loi, mais nous ne sommes pas égaux à la naissance, en ceci qu'il y a les beaux, il y a les laids, il y a les intelligents, il y a les stupides, il y a ceux qui ont des talents extraordinaires, il y a ceux qui n'ont pas beaucoup de talent. Oui, c'est vrai, c'est totalement injuste. Que faire face à cette injustice fondamentale ? Eh bien, je ne vois pas d'autre solution que l'admiration et son éventuel dérivé qui est l'amour. Parce que développer le ressentiment face à une personne qui a un talent qui n'est pas le vôtre, même si ce talent est uniquement la beauté, ce n'est certainement pas la solution. C'est dans Péplum que vous écrivez que le beau est plus rentable que le bien. Oui, le beau est plus rentable que le bien parce que le bien n'est jamais compris. Et il y a peut-être une justice là-dedans parce que, somme toute, le beau n'a pas besoin d'une traduction. Il y a cette magnifique phrase de Proust qui dit qu'aucune beauté n'est véritablement mensongère parce que la découverte de la beauté s'accompagne de la même émotion que celle qui accompagne la découverte de la vérité. Donc finalement, la beauté a toujours raison.
Alors que le bien, c'est beaucoup plus discutable. D'abord, le bien est toujours extrêmement relatif. En plus, nous connaissons tous les crimes qui ont été commis au nom du bien au cours des siècles. Et en plus, qui dit bien veut souvent dire bonnes intentions. Là, on n'a jamais dit une chose plus vraie que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc finalement, oui, je pense que le beau est plus rentable que le bien. Et bizarrement, le beau sauve plus que le bien. C'est la grande affaire de... Vous savez ce que Dostoïevski dit quand il dit que la beauté sauvera le monde? Mais il a raison. Le choc esthétique de la beauté fait plus pour les âmes que les meilleures intentions. Chez les poètes persans, on dit que les mots, la beauté, la poésie a le pouvoir de soigner les âmes. Attar était vu comme le parfumeur de l'univers. Oh, que c'est beau. Voilà. Et en fait, on commandait un poème comme on commandait un médicament. Écrire vous a aidé, vous a sauvé, vous a aidé à aller mieux. Et pensez-vous que vos livres aident à sauver des gens aussi? Voilà. Écrire m'a certainement sauvé, lire m'a sauvé. Est-ce que mes livres peuvent sauver quelqu'un? Ça, c'est une question démesurée. J'ai eu des témoignages de lecteurs qui m'ont garanti que me lire les avait sauvés. Bon, c'est une chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais j'ai eu des témoignages, par exemple, de jeunes femmes anorexiques. Vous savez que je suis une ancienne anorexique, j'ai failli mourir d'anorexie à l'adolescence. Parmi mes lecteurs et mes lectrices, il y a beaucoup d'anorexiques. Je connais au moins une anorexique que j'ai sauvée de la mort. Je ne comprends pas pourquoi, mais vous savez que c'est très mystérieux. Le salut est une chose très mystérieuse. Ce qui nous sauve n'est pas identifiable. Généralement, ce qui nous sauve, ce ne sont pas les bonnes intentions. Vous savez, aujourd'hui, on fait beaucoup de livres de développement personnel. Je n'ai absolument aucun mépris. Au contraire, ce sont des livres souvent très bien faits et avec les meilleures intentions. Mais j'ai souvent ouvert des livres de développement personnel et je me suis aperçue qu'ils ne pouvaient rien pour moi. C'est très curieux le salut. Il semblerait que quand quelqu'un veuille votre salut, ça ne peut pas marcher. En tout cas, ça ne peut pas marcher pour moi. Quand je sens que quelqu'un veut me sauver, ça m'énerve. Et je me dis toujours que si je suis comme ça, je ne dois pas être la seule. Il doit y en avoir d'autres. Tandis qu'avoir affaire à la beauté désintéressée, par exemple la beauté d'un poème persan, qui n'a jamais songé à me sauver, bizarrement, c'est ça qui me sauve. Quand tout à coup je découvre des vers d'une beauté folle qui me transissent, qui me font trembler, c'est ça qui me sauve. Le salut est quelque chose d'infiniment mystérieux. Vos livres me nourrissent et me stimulent depuis presque 20 ans, puisque ça fait presque 20 ans que je vous lis. Mais c'est votre regard qui m'avait sauvée, moi, le 4 novembre 2000, à la foire du livre de Brive. Et c'est suite à cette foire du livre, suite à un regard que je vous ai appelé mon regard suffisant. Vous me faites trembler la gueule parce que je me souviens de ce moment. Non, mais c'était vrai, je fais partie des gens que vous avez sans doute sauvés. Donc ce livre, Frappe-toi le cœur, c'est une très très belle phrase. Et alors ça vient de Musset, d'un texte de Musset. Vous connaissez la suite? Parce que je l'ai imprimé. Frappe-toi le cœur, c'est là que les génies, c'est là qu'est... La pitié, la souffrance et l'amour. Voilà. C'est là qu'est le rocher du désert de la vie, d'où les flots d'harmonie, quand Moïse viendra, jailliront quelques jours. Peut-être à ton insu déjà bouillonne-t-elle, ces laves du volcan dans les pleurs de tes yeux. Tu partiras bientôt avec les hirondelles, toi qui te sens des ailes, lorsque tu vois passer un oiseau dans les cieux. C'est tellement sublime. C'est à pleurer. C'est tellement sublime. Alors Musset est vraiment une énigme. Voilà un type, excusez-moi de le dire si simplement, c'est un sale type. Regardez la vie de Musset, c'est un sale type, c'est un malfaisant. Regardez ce qu'il a fait à George Sand, regardez ce qu'il a fait à tant d'autres femmes. C'était vraiment un mauvais sujet. Et puis, dès qu'on lit Musset, il se passe quelque chose, quoi. Il a la grâce. Il dit des choses extrêmement justes. Alors, évidemment, il y a une phrase de Musset à laquelle je suis très sensible, c'est « Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ». Bon, vous vous doutez bien que l'ivresse et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Mais c'est ça qui me frappe. Musset est un excellent exemple de ce sale type qui, par la grâce de la littérature, devient un bienfaiteur de l'humanité. Il a tellement la grâce du verbe, la grâce du vers, que cet homme qui ne faisait que le mal autour de lui, dès l'instant où il écrit, est agi par quelque chose qui le dépasse.
et répand la grâce autour de lui. Il y en a beaucoup comme ça. Regardez Rousseau qui a écrit un superbe livre sur la paternité en abandonnant tous ses enfants. On n'est pas toujours conforme à son œuvre. Hein. Mais c'est tellement vrai. Et alors, je ne vais évidemment pas me comparer à tous ces gens, je ne suis qu'un misérable vermisseau par rapport à eux. Mais c'est vrai que chaque jour, vous savez que j'écris tous les jours entre 4h et 8h du matin, je mesure néanmoins ce qui me sépare de moi-même. Curieusement, la personne qui écrit, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais elle vaut quand même mieux que la personne que vous rencontrez. Sur l'ivresse, sur le champagne, vous en parlez beaucoup dans des passages spécialement jubilatoires. J'ai retenu surtout ceux de Petroni et Barbe Bleue, bien que le champagne soit présent dans vraiment presque tous vos livres. Presque tous mes livres, en effet. Peut-être pas dans Hygiène. Prétexte attaque boit des des Bloody Mary. Oui, et puis des Alexandra. Oui. Et Prétexte attache, il est beaucoup trop cruel pour boire du champagne. Je pense qu'il n'y a finalement que les bonnes personnes qui boivent du champagne. Prétexte attache n'est pas une bonne personne. J'adore tout ce que vous écrivez sur le champagne et c'est toujours un plaisir de boire du champagne avec vous. Il y a quelque chose de très beau, notamment il élève l'âme vers ce que dut être la condition de gentilhomme à l'époque où ce beau mot avait du sens. Il rend gracieux, à la fois léger et profond, désintéressé. Il exalte l'amour et confère de l'élégance à la perte de celui-ci. On sent que je parle d'expérience. C'est dans Petroni. Hein. C'est dans Petroni. Voilà. Le champagne est, je crois, mon amour le plus ancien. Je suis tombée amoureuse du champagne quand je n'avais pas 3 ans. Dans Métaphysique des tubes. Voilà, puisque j'étais une enfant d'ambassade. Dans les ambassades de Belgique aussi, le champagne coule à flot. Alors mes parents ne me servaient pas du champagne, mais le champagne coulait à la maison. Donc j'avais vite vu que les adultes buvaient une espèce de limonade qui avait l'air très intéressante. Et lors de ces réceptions continuelles où je n'étais pas conviée, je passais à 4 pattes et j'attrapais les coupes à moitié vides ou à moitié pleines. Et je me souviens très très bien de la première fois où j'ai bu ce breuvage et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Je rencontrais l'un des plus grands amours de ma vie auquel je suis restée fidèle. Dans Frappe-toi le cœur, pour en revenir donc à votre actualité, je crois, et pourtant je connais bien tous vos livres, vous êtes un des très rares écrivains vivants dont j'ai vraiment tout lu. En fait, tout lu ce qui est publié, oui. Parmi les publiés. C'est déjà beaucoup, hein. Voilà. Je vous avais lu au retour de mon voyage du Japon en 1999. Très bien. Voilà. Et ensuite, je vous ai dédié mon mémoire sur le Japon. Et c'est comme ça qu'on a commencé à correspondre et à se rencontrer. Magnifique mémoire, Guylaine. Je me souviens tellement bien de tout cela. Et donc, pour bien connaître votre œuvre, je crois que c'est la première fois que vous évoquez une histoire familiale sur tellement de générations. Parce que ça commence aux parents de Marie, quand même, tout ça. Oui. Au début, puisqu'elle fait un mariage, avec un mariage pour rendre jalouse les copines, on peut dire. Exactement, c'est ça. Avec l'homme le plus convoité. Marie est atteinte de jalousie dans les deux sens du terme, c'est-à-dire de jalousie passive et active. La jalousie passive est méconnue, c'est la jalousie qui consiste à n'être capable d'éprouver du plaisir que quand les autres vous jalousent. Marie est atteinte de ça. Alors a priori, ça semble assez bénin, la jalousie passive. Le problème, c'est que la jalousie passive conduit presque toujours à la jalousie active. D'ailleurs, c'est très très drôle parce que lors de son mariage, en fait, elle n'est pas heureuse parce qu'elle ne suscite pas de jalousie. Elle n'a invité que des personnes bienveillantes qui sont heureuses de son bonheur. Et donc, personne n'est jaloux de son bonheur. Et du coup, elle en souffre. Mais oui, mais elle aime inspirer l'envie. Elle aime inspirer l'envie, et ça c'est une chose que j'ai découverte tardivement, comme quoi je ne suis pas très rapide dans mes découvertes intellectuelles. C'était il y a 2 ans environ, j'avais reçu une lettre d'une inconnue qui restait une inconnue. Elle me racontait sa vie et à un moment, il y avait cette phrase « C'était un moment très heureux de ma vie, tout le monde me jalousait ». Alors je tourne la page en disant « Je vais avoir l'explication de cette phrase infiniment mystérieuse ». Pas d'explication, elle passe à autre chose, je me dis. Alors je reviens et dis « C'était un moment très heureux de ma vie, tout le monde me jalousait ». Finalement, j'ai compris. C'était un moment très heureux de ma vie, 2 points, tout le monde me jalousait. C'était ça son bonheur, c'était que tout le monde la jalousait. Donc il existe des gens pour qui le bonheur consiste à être jalousé. Et d'avoir réfléchi à ça, je me suis rendu compte que c'était le cas pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens pour qui le bonheur, c'est ça.
ça consiste à être jalousée. Regardez les gens qui achètent des belles voitures, voilà. c'est pour qu'elles se voient aussi, oui. Mais oui, mais alors quel gouffre, parce que moi c'est le contraire. Quand je sens qu'on me jalouse, mais ça me gâche tout. Moi je veux que tout le monde soit invité à ma fête. C'est surtout que la jalousie conduit souvent à la méchanceté. C'est vrai. Justement, vous parliez de lettres de lecteurs. Vous avez évoqué dans Une forme de vie, à travers la fiction, la tournure que pouvaient prendre certaines correspondances, car vous vivez portes ouvertes et vous vous embarquez dans de très nombreuses amitiés parce que vous êtes exceptionnellement généreuse. Et parfois, vous pouvez finir par être dépassée, puisque j'ai lu dans la presse que vous aviez dû porter plainte contre une psychopathe qui vous assiégeait il y a quelques semaines. C'est terrifiant d'en arriver là. C'est terrifiant. Et vous savez, c'est continuel. On a beaucoup parlé de cette histoire d'agression. Voilà, je reçois une 40aine de lettres par jour. J'y réponds dans la mesure de mes moyens. Et je le fais de la seule façon qui est concevable pour moi, c'est-à-dire que je le fais de tout mon cœur. Et dans l'immense majorité des cas, ça se passe magnifiquement bien. C'est comme ça que je vous ai rencontré, Guylaine. Ce sont de belles histoires, de découvertes mutuelles, c'est magnifique. Mais une fois de temps en temps, ça dérape, pour des raisons que je ne peux pas analyser. Et tout à coup, la belle rencontre devient un cauchemar. Et je viens encore de le vivre là, et on ne s'en remet pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça ? Il n'y a pas de solution. La solution, ce serait de devenir méfiant. Mais je ne suis pas capable d'être méfiante et je n'ai pas envie de l'être. J'ai envie de rester avec mon cœur ouvert sur le monde, quitte à en prendre plein la gueule. Alors, le contrat est clair, hein, j'en prends plein la gueule tous les jours, mais je ne peux pas faire autrement. Pour vous suivre à vos dédicaces depuis tout de même de très nombreuses années, oui, j'ai assisté à des scènes absolument dingo avec des gens très très charmants, c'est la majorité d'ailleurs, mais aussi quelques cinglés, oui. C'est trop facile de dire oui, mais c'était un cinglé ou c'était une cinglée. C'est le mystère de toute relation humaine. On ne sait pas, parfois on peut naître une amitié magnifique, mais une amitié vraie avec quelqu'un, et puis tout à coup ça dégénère sans qu'on comprenne pourquoi. L'homme est un animal social, nous ne pouvons pas vivre sans l'autre. Je ne fais pas exception à la règle, je ne peux pas vivre sans l'autre. Je suis enchantée d'être lue, j'ai tellement été seule dans ma vie. Ces gens qui m'écrivent, mais ça me fait plaisir. Mais en même temps, c'est un danger considérable. La relation la plus bénigne peut aboutir à un cauchemar et je n'ai pas la solution. Oui, vous vous exposez beaucoup en ouvrant votre cœur. En ouvrant mon cœur, j'aboutis à des cauchemars. Et on pourrait croire que je progresse avec les années. Ce n'est pas vrai. On apprend quand même avec l'expérience aussi. On apprend, mais... Pas au point de devenir méfiante. Mais pas au point de devenir méfiante, et on ne voit pas ce qui se prépare, et tout à coup, on se retrouve face à un drame humain incalculable. J'ai eu la chance de passer la Saint-Sylvestre à Moscou, où j'ai pu visiter la maison de Léon Tolstoï. Mais quelle merveille! Léon Tolstoï, en fait, n'était jamais aussi heureux que quand il coupait du bois lui-même, quand il allait porter des seaux d'eau lui-même, et qu'il fabriquait lui-même des chaussures à tous ses enfants. Et il en avait beaucoup. Et parce qu'il disait que les chaussures, c'était ce qu'il avait fait de mieux dans sa vie, que c'était tellement plus pratique et tellement plus utile que les livres. Alors je trouve que c'est une problématique un petit peu proche de celle des combustibles. Est-ce que le froid ou est-ce que la littérature Alors, vous me faites un plaisir fou en parlant de Tolstoï, qui est l'un de mes écrivains préférés, tant pour Anna Karénine que pour Guerre et Paix, que pour la sonate à Kreutzer et tant d'autres encore. Tolstoï est un des plus grands monuments de la littérature, et c'est une énigme parce que ces chefs-d'œuvre témoignent d'une humanité absolue, et chaque fois qu'on lit quoi que ce soit sur le bonhomme Tolstoï, on est pantois. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce dingue? En même temps, ce que vous avez raconté est plutôt follement sympathique. Il y a d'autres aspects de sa vie qui sont moins sympathiques. Alors je ne peux évidemment pas me comparer à un tel monument littéraire. Sachez seulement que même si je ne coupe... Enfin si, je coupe très bien le bois par ailleurs. Je fends très bien le bois, mais par contre je ne fabrique pas de chaussures. Mais je coupe les cheveux. Alors ça, c'est un talent qui est peu connu, mais je coupe les cheveux de nombreuses personnes. Et il y a des gens qui débarquent comme ça chez Albin Michel. Bon, je fais des coupes simples, il ne faut pas me demander des coupes compliquées. On va ensemble au cimetière Montparnasse en face. Et au cimetière Montparnasse, je fais gratuitement une petite coupe.
Voilà. J'ignorais, Amélie. J'essaierai, c'est stupéfiant. Vous êtes beaucoup trop bien coiffée pour moi, Guylaine, je ne peux rien pour vous. Je reviens un petit peu à une actualité un peu pénible, un peu tragique en ce moment, qui est celle de la question du viol, puisque dans Biographie de la faim, qui est un de mes livres préférés de vous, j'aime énormément Biographie de la faim, vous évoquez avec une bouleversante ellipse, en écrivant « La vie devint moins bien », votre viol à l'âge de 13 ans par des garçons indiens, et qui certainement a enclenché beaucoup de souffrances et qui a eu de lourdes conséquences sur le restant de votre vie. Je voulais vous demander, avez-vous une position sur toute cette polémique, balance ton porc, MeToo? Écoutez, balance ton porc m'a beaucoup intéressée. Alors, je peux très bien comprendre que certaines personnes aient voulu signaler les excès possibles de balance ton porc, parce qu'on voit tout de suite, c'est une quête très belle et très juste, mais qui peut aboutir à des excès dramatiques. On l'a vu par exemple au travers de l'art, enfin la censure de Carmen, mais au secours. Au secours, au oui, secours. Terrifiant, parce qu'on ne peut plus rien faire, là, voilà. On brûle toute la littérature. Bien sûr, donc ça c'est n'importe quoi. Pour autant, la tribune de Libération parue il y a peu m'a absolument consternée, parce que c'était... Enfin, de quoi est-il question? C'est pas du tout ça, balance ton porc. On a entendu des horreurs avec ça. On a entendu des femmes qui disaient qu'un viol, c'était pas si grave, qu'on pouvait jouir pendant un viol. Même qu'il y avait une de ces femmes qui disait qu'elle espérait être violée parce que comme ça, elle pourrait montrer qu'on pouvait très bien s'en remettre. Mais au secours! Mais oui, au secours! Au secours! Alors, bien évidemment, je n'appelle pas du tout à la victimisation. Rien n'est pire que de se considérer comme une victime. Par ailleurs, n'oublions jamais que toute personne violée, femme ou homme, est une victime. Ce n'est pas pour ça qu'elle doit se victimiser. Mais n'oublions jamais que la victime est la personne violée. Ça, c'est quand même un principe de base que... Je ne sais pas si c'est un progrès de le reconnaître, mais c'est la moindre des choses de le reconnaître. Bien sûr. Donc, bien sûr. toute cette polémique affreuse qui n'a fait qu'empirer des souffrances déjà si grandes. Voilà. Il ne s'agit pas du tout de dire qu'il y a des gentils et des méchants. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et bien sûr que parmi les femmes aussi, il y a des brutes. Et il y a des femmes violeuses. Hein. C'est moins fréquent, mais ça existe. Mais enfin... voilà, je suis désolée de dire un tel truisme, mais une fois de temps en temps, il faut en dire un. Le viol est juste indéfendable. Bien sûr. On peut s'en remettre, la résilience existe, mais dire qu'on en ressort indemne, c'est pas vrai. Flaubert, qui a écrit en art tout ce qui est beau et moral. Je crois qu'il a écrit ça dans sa correspondance avec Louise Collet. Je suis tout à fait d'accord. C'est une position très, très, très audacieuse de dire ça. Il faut prendre ici l'adjectif moral en son sens le plus nietzschéen. Vous savez, le plus grand l'enseignement nietzschéen le plus difficile à percevoir, mais le plus fort, c'est amor fati. C'est-à-dire, aime le destin, quel qu'il soit. Ça, Nietzsche, d'ailleurs, ne pratiquait pas du tout ça. Mais le jour où on comprend que amor fati, c'est la plus grande chose que Nietzsche ait faite pour nous, on voit les choses sous un angle différent. Et je suis absolument d'accord avec la position de Nietzsche, qui est tout à fait en accord avec amor fati, c'est-à-dire que quand Nietzsche dit « la véritable morale se moque de la morale », oui, il a raison. La véritable morale se situe plus loin. Et amor fati fait partie de ça, c'est-à-dire que la vie est horrible. Il va vous arriver des choses abominables. Vous n'y êtes pas préparé. Si on lit Flaubert, c'est exactement ça qui se passe. Regardez Madame Bovary, regardez Un cœur simple. Tout ce qui se passe dans Flaubert est abominable. Mais c'est la vie. Et c'est comme ça. Et ce qu'essaye de dire, je pense que ce qu'essaye de dire Flaubert à travers cet enseignement sur la morale, c'est que finalement, ça se situe au-delà du bien et du mal. Il y a quand même un moyen de survivre à des épreuves pareilles en restant
quelqu'un de moral. C'est ce que dit l'héroïne de Une vie quand elle dit finalement rien n'est si pire qu'on le pense. C'est horrible, on voit qu'elle vient de s'en prendre plein la gueule, mais celle-là, bon, là on est chez mes Maupassant. Mais voyez Madame Bovary, voyez Un cœur simple, voyez cette Félicie qui s'en prend plein la gueule aussi et qui reste quelqu'un de pur. On peut s'en prendre plein la gueule et rester quelqu'un de pur. C'est difficile à traduire ça par des mots. Flaubert dit ça de façon très subtile. Personne n'imagine que Flaubert puisse être un moraliste. Et pourtant, Flaubert est un moraliste quand même, parce qu'il nous présente des gens qui s'en prennent plein la gueule et qui, pour d'étranges raisons, gardent la grâce. Voilà, je crois que ce qu'il essaye de dire, c'est que rien n'autorise à se passer de la grâce. Voilà. Actuellement, il y a eu une polémique sur la réédition des pamphlets abjects de haine antisémite de Céline. On sait que Prétexte Attaque estime beaucoup le Voyage au bout de la nuit. Il dit que c'est un roman de très grande beauté. N'est-il pas perturbant qu'un salaud, on peut dire ça, très abject d'antisémitisme, soit un génie stylistique, l'un des plus grands écrivains de la langue française? C'est infiniment perturbant. C'est infiniment perturbant, mais amputer cette perturbation au nom de la morale est encore plus perturbant. Et vous avez une position sur la réédition des pamphlets? Bien sûr qu'il faut les réimprimer. Ne pas les réimprimer, c'est encore pire. Oui, parce que ça excite le désir surtout de ceux qui voudraient le lire. Exactement. Puis, pourquoi cacher la vérité? Oui, Céline a été fou. L'auteur de Voyage au bout de la nuit n'est pas l'auteur des pamphlets. Nous le savons tous qu'à 4 ans d'intervalle, on peut être quelqu'un d'autre. Nous sommes tous tombés amoureux ou amoureuses de quelqu'un qui s'est révélé 4 ans plus tard un être abject. En quoi le fait de cacher une œuvre fait du bien à la morale? Je vois pas. Ça veut dire que le mal sommeille en nous et qu'un jour il peut éclater au grand jour. Bien sûr, le mal est toujours là. Il est en chacun. Personne n'est exempté. Prétendre dire le contraire, c'est très dangereux parce que ce serait mettre notre vigilance entre parenthèses. Il faut toujours être très vigilant. Pour faire une très mauvaise action, c'est très facile. Il suffit de ne pas être vigilant pendant 5 minutes. Amélie, parlons de l'amitié maintenant. Dans son livre « L'endroit du décor », paru en 2011, le professeur de philosophie Raphaël Enthoven, dont je vous sais proche et complice, écrit en bon pascalien: comme en toute affection pure de l'intérêt qu'on y trouve, il y a plus d'amour dans l'amitié que dans l'amour lui-même, car il y a moins d'amour propre. Pour Raphaël Enthoven, l'amitié serait donc l'âge adulte de l'amour. Qu'en pensez-vous? Je suis tellement d'accord avec ça. En amour, on peut déconner à fond et on le fait tous les jours. En amitié, on est forcément plus moral, forcément plus désintéressé. C'est pour ça que nos histoires d'amitié, finalement, nous importent plus que nos amours, et que nous montrons plus qui nous sommes dans nos amitiés que dans nos amours. Je voudrais que nous évoquions une amitié presque fusionnelle, bouleversante, féconde, avec un écrivain que vous affectionnez tout particulièrement. J'invite Stéphanie Hochet à nous rejoindre. Vous avez souhaité sa présence à vos côtés et je suis enchantée de pouvoir contempler une telle amitié, une telle admiration réciproque entre 2 écrivains. En effet, Stéphanie Hochet est elle aussi un sacré écrivain, dont je vous dois, Amélie, la découverte avec Moutarde douce il y a déjà tant d'années, parce que Stéphanie, malgré son visage juvénile, a déjà publié 12 livres. Elle est à la tête aussi d'une œuvre très conséquente et qui justifie, selon moi, une émission entière qui lui sera consacrée sur ArtLive au mois d'octobre, car elle publie un éloge voluptueux du chat,
aux éditions Philippe Ray. Et donc Stéphanie Hochet aura une émission sur ses livres à cette occasion. Merci beaucoup, Guylaine. Et j'en profite pour dire qu'au début, quand on m'a proposé d'animer cette émission, on me demandait un concept original et j'avais proposé que mon chat, qui s'appelle Jasmine Catou, qui est très, très célèbre, qui a déjà fait la couverture d'un livre, soit là. Et je me disais qu'on aurait pu poser des croquettes sur les livres et que Jasmine aurait pu choisir les livres à lire. Et ça m'a été refusé. Je comprends pas pourquoi. Voilà. Mais on fera ça pour Stéphanie Hochet. Voilà, on mettra les livres de Stéphanie. Voilà, on mettra les livres de Stéphanie et Jasmine choisira celui dont on parlera. On fera ça. Donc, ce qui vous lie, c'est une amitié magnifique et une amitié aussi qui est en partie un tout petit peu devenue publique puisque vous racontez quand même votre rencontre et cette très belle histoire. Il y a des rencontres qui métamorphosent une existence, c'est le cas de vous deux, qui vous enrichissent, qui vous nourrissent l'une de l'autre, qui sont fécondes. Amélie raconte ça dans Pétronille. Pétronille, c'est un petit peu, à travers le prisme de la fiction, Stéphanie Hochet. Donc c'est un superbe roman qui est là, où il est beaucoup question de champagne, mais je crois que Stéphanie Hochet est plus sobre que nous, puisque... Tout le monde est plus sobre que moi. Puisqu'aujourd'hui, Stéphanie Hochet n'a pas souhaité de champagne. Elle boit après l'émission. Moi, je bois pendant l'émission. Qu'avez-vous ressenti, chère Stéphanie, de vous retrouver un petit peu, juste certains détails de vous et de votre histoire avec Amélie dans Pétronille? Alors j'étais au courant du projet quand même, donc je savais que je m'attendais à quelque chose et j'ai laissé Amélie écrire sans jamais lui demander quoi que ce soit, de lire, etc. J'ai pu avoir un regard quand même sur le texte avant publication. J'ai absolument rien changé, sauf je crois un mot qui me déplaisait et elle a accepté de le changer, mais c'est vraiment un détail, elle l'a changé par un synonyme, donc vraiment après l'impression évidemment c'est l'impression d'inquiétante étrangeté. C'est comme se voir tout d'un coup dans un miroir alors qu'on s'y attendait pas. Et c'est étrange, mais c'est ça, et en même temps c'est sa perception, parce que c'est un écrivain, donc c'est un écrivain qui écrit avec sa vision, son style, donc il y a forcément, c'est la réalité, mais perçue par Amélie Nothomb. C'est ce qui est intéressant. Rappelons à nos téléspectateurs que Pétronille est une quête picaresque qui a 3 thèmes principaux. D'abord, la découverte d'un exotisme absolu de la France par Amélie Nothomb, qui était habituée au Japon, aux pays asiatiques, à parler du Bangladesh, de Pékin, dans le sabotage amoureux, tout ça, mais qui ne connaissait pas vraiment la France. Vous êtes arrivée très tard, Amélie, finalement. Mais j'ai découvert la France grâce à ma publication, puisque je suis belge, née en Extrême-Orient, grandie en Extrême-Orient, dans le sud-est asiatique. Et puis à 25 ans, je débarque à Paris, je ne connais personne. On ne dira jamais assez combien les Français sont un peuple étrange. Et la véritable première indigène que j'ai rencontrée, mais c'est Stéphanie Hochet. Stéphanie Hochet, longtemps, a été pour moi la France tout entière. Et je trouve que c'est un très bon symbole de la France, Stéphanie, parce que Stéphanie est impertinente, elle est insolente, elle a de l'esprit, elle est profondément littéraire, elle est profondément cultivée. Donc, finalement, je pense que j'avais eu le bon instinct. Stéphanie était une excellente initiation à la France. Voilà. Et donc, il y a 3 thèmes dans Pétronille, on peut dire, c'est la découverte de la France, et puis le champagne, car à la base, Amélie cherchait une compagne de beuverie, on peut dire, avec qui partager ses coupes de champagne. Elle est tombée sur Stéphanie Hochet. Et je suis arrivée au bon moment. Qu'elle a bien sélectionné. Et puis, le 3e thème essentiel de ce livre, c'est l'amitié, qui vous lie maintenant depuis 20 ans. C'est énorme. Et la littérature, parce qu'il est beaucoup question de littérature, de discussions littéraires, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous lie encore au-delà du champagne. Stéphanie est la meilleure preuve qu'il peut exister une grande amitié entre 2 écrivains. Stéphanie est un grand écrivain. Je l'ai su après l'avoir connue, après avoir éprouvé pour elle ce véritable coup de foudre amical. J'ai rencontré Stéphanie fin 97, donc ça fait plus de 20 ans que nous nous connaissons. Et début 2001, Stéphanie m'a envoyé son livre. Son premier livre qui s'appelait Moutarde douce. Là, j'ai eu un coup de foudre littéraire incroyable. Mais c'est tellement insolent. C'est-à-dire,
toute jeune femme qu'elle était. Tu n'es pas très vieille aujourd'hui, mais à l'époque, tu étais un vrai bébé. Et, 26 ans. Et tu écris ce livre dans lequel tu dis... Tu prends la pose du vieil écrivain. Et tu le fais avec une impertinence et un génie absolu. C'est tout à fait, pour moi, c'est le symbole de l'esprit français. Cette espèce, voilà, d'insolence et d'élégance naturelle. Stéphanie a tout compris d'entrée de jeu. Ce n'est pas pour rien qu'elle parle tellement des chats. Stéphanie est un chat. Elle en a l'espèce de cruauté naturelle et l'élégance personnifiée. Merci. Elle est, dans Pétronille, en tout cas, elle est gouailleuse, elle est impertinente, elle est insolente, elle est aussi extrêmement charmante. C'est une véritable bouffée d'oxygène que vous saluez aussi pour son courage, car Stéphanie Hochet prend beaucoup de risques. Elle se mouille vraiment, comme on dit. Oui, Stéphanie Hochet ne parle vraiment pas la langue de bois. Moi, je ne connais pas du tout les réseaux sociaux, mais tous les jours, Stéphanie me raconte ce qu'elle met sur les réseaux sociaux et elle s'en prend plein la gueule. Parce qu'elle dit tout ce qu'elle pense. Et dire tout ce qu'on pense aujourd'hui, vous savez, c'est très dangereux. Et je n'en reviens pas des attaques qu'elle reçoit, tout simplement parce qu'elle dit ce qui lui paraît juste. Et d'ailleurs, dans 9 cas sur 10, on est d'accord. Oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu le jeu des réseaux sociaux, de s'exprimer, d'être attaqué ou d'attaquer, etc. Donc moi, je joue le jeu, c'est-à-dire que pendant plusieurs années, je me satisfaisais de donner des informations sur les publications, sur la littérature, puis au bout d'un moment, j'ai eu envie aussi de montrer un petit peu qui j'étais et de donner quelques coups de gueule, voilà, de dire ce que je pensais sur tel ou tel sujet d'actualité, et de le faire vraiment comme si je m'exprimais devant quelqu'un que je connais bien, et voilà. Et puis, c'est la règle du jeu, ça m'amuse un temps. Voilà. Ouais. Nous sommes amis sur Facebook, Stéphanie, absolument. Puisque Amélie n'est pas sur Facebook. Moi, je suis de la vieille école, je ne sais même pas ce que c'est que Facebook. Mais du coup, moi, j'apprécie les débats. Je veux dire que je n'ai qu'une limite, c'est la grossièreté. Voilà, si quelqu'un insulte des gens sur mon mur, je bloque tout de suite, j'arrête. Et puis les attaques personnelles, la méchanceté, le ressentiment, la jalousie, on y revient. Voilà, ça, j'enlève tout de suite parce que, et quand il y a des gens qui sont choqués, qui me disent tu m'as enlevé de tes amis Facebook, je dis mais mon mur Facebook c'est comme ma maison, j'y invite que les gens bienveillants parce que sinon c'est du masochisme et je ne suis pas maso. Et donc je comprends ce que vit Stéphanie, puisque moi aussi des fois il y a des petites polémiques comme ça, mais j'éjecte assez vite les gens malveillants. Voilà. Et donc Stéphanie, on peut la comparer à du champagne parce qu'elle est pétillante elle aussi. Vous savez, aujourd'hui, on boit un très grand champagne, qui est le champagne préféré de Winston Churchill. C'est le Paul Roger. Je n'ai pas choisi ce champagne par hasard. Je considère Stéphanie un peu comme un Churchill français. Elle a le même courage. Ça, j'ai jamais entendu. Je n'avais jamais. Magnifique, je l'ai gardé pour votre émission. Stéphanie est un Churchill français. Sa position est parfaitement juste. Son courage dépasse l'imagination. Elle fonce, elle s'en fiche éperdument de ce qu'elle reçoit dans la gueule. Et en même temps, c'est une jouisseuse. Elle dit, elle existe, quoi, voilà. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh bien, tant pis. Elle y va, elle sait que sa position est juste et elle y va. Elle écrit des livres prodigieux. Absolument. Je suis très fière d'être ton amie depuis plus de 20 ans. Et vous savez à quel animal s'identifiait Churchill? Non. Au cochon. Il se faisait appeler Pig par sa femme. J'ignorais. Mais le cochon est un animal extrêmement intelligent. Bien sûr, aussi intelligent qu'un chien. C'est terrible, hein, c'est cette destinée de ces pauvres cochons. Stéphanie, c'est un peu le chat cochon. Ah voilà, c'est une espèce qu'il faudra créer un jour. Vous aimez les lapins aussi, Stéphanie? J'aime tous les animaux sont intéressants et valent la peine qu'on s'intéresse à eux, et aussi qu'on les respecte avant tout. Donc voilà, c'est vrai que depuis quelques livres, l'animal a pris un peu de place dans mes textes. D'ailleurs, le dernier que j'ai adoré, s'appelle L'animal et son biographe. Absolument. Où je tente de redonner vie à un animal qui a disparu depuis le XVIIIe siècle, qui est le roc, animal préhistorique. Et animal qui a fait fantasmer beaucoup d'artistes, Picasso, etc. Je crois qu'entre vous deux, tout le monde l'aura compris, le courant passe très très bien. Et en fait, selon moi, la
plus belle, la meilleure, la plus forte interview d'Amélie Nothomb qui a été réalisée dans toute sa vie d'écrivain, c'est Stéphanie Hochet qui l'a réalisée, puisque c'était sur le jaune d'œuf, le jaune. La couleur jaune, extraordinaire. je crois que c'était la couleur jaune, c'était après Barbe Bleue, puisque donc, le personnage principal dans Barbe Bleue, qui est un espèce de grand seigneur cynique et puis un assassin, est un fanatique de la couleur jaune, et il en parle, et je me suis dit, là c'est Amélie qui prend la parole. C'est-à-dire que c'est Amélie qui s'exprime à travers ce grand seigneur sadique, et la couleur jaune lui évoque énormément de choses. Et on a fait toute une interview, c'est comme si j'interviewais un peu Dali, c'est-à-dire que je pressentais cette espèce de dimension surréaliste chez Amélie, qu'il y a quelque chose de Dali en elle, ne serait-ce que par l'expressivité. Et les moustaches. Surtout les moustaches. Et c'était une interview absolument passionnante, parce que le jaune est devenu en fait une abstraction, une notion, et elle a vraiment été absolument brillante du début à la fin. Il faut vraiment lire cette interview. Extraordinaire. Et d'ailleurs, j'avais demandé qu'on ait des fleurs jaunes, et Margot Laménardi, qui travaille pour cette émission, nous a fait le beau cadeau de nous apporter des mimosas qui sont sublimes, en l'honneur d'Amélie Nothomb et de Stéphanie Hochet, qui a réalisé cette belle interview. Voilà. Merci Guylaine. Alors, franchement, j'ai jamais été aussi bien interviewée à la télévision de toute ma vie. Non, là vous plaisantez. Je dis le fond de ma pensée. J'ai juste une petite question à Stéphanie. Quel est votre livre préféré d'Amélie? Ah, c'est difficile. Moi aussi, c'est difficile. C'est très, très difficile. Il y en a beaucoup. Ouais. Évidemment, Hygiène de l'assassin. J'ai une tendresse particulière aussi pour Barbe Bleue, évidemment. Moi aussi. J'adore Les Catilinaires. Et puis, le dernier est absolument sublime, parce qu'il est d'une sobriété, Bon, l'efficacité, c'est quand même un mot qui revient, parce que c'est un écrivain qui réussit, c'est-à-dire qui réussit à choper son lecteur à chaque fois. Et donc, c'est déjà exceptionnel pour un écrivain. Ça se lit d'une traite, Amélie Nothomb, de toute façon. Et je fais partie de ces gens qui ont découvert le plaisir de la lecture par Amélie Nothomb. Car je vous ai lu à 19 ans. Et auparavant, j'avais des lectures scolaires, des lectures que m'imposaient mes professeurs de français. Et bon, j'ai quand même eu 19 en lettres au bac, mais enfin, je ne lisais pas par plaisir. J'ai commencé à lire par plaisir à partir de ma découverte d'Amélie Nothomb. Et donc, je fais partie de ces gens qui lisent aujourd'hui grâce à vous, et puis que vous avez conduit vers des tas d'écrivains, puisque quand vous parlez de Rilke, j'ai eu envie de découvrir qui c'était, Cervantes, Dostoïevski, et Wittgenstein et bien d'autres. Donc voilà, je veux dire que vous êtes aussi un passeur qui conduisait vers d'autres livres, et donc tout cela me nourrit, et puis comme beaucoup nous aide à vivre, et le fait d'avoir le privilège extraordinaire de fréquenter Amélie, maintenant aussi Stéphanie, c'est un beau cadeau de la vie quand même. Merci Guylaine. C'était une émission magnifique. Merci infiniment. Merci à vous.